On y va pour une nouvelle vidéo sur 2024. Vous avez été très nombreux à regarder les précédentes. Et c'est vrai qu'on a toujours une certaine fascination à savoir ce qui va se passer. Et comme je l'ai fait dans les précédentes, je vais remettre le contexte de ce qui va se passer en 2024 dans le cadre de cycles plus longs. L'astrologie mondiale, c'est-à-dire l'astrologie qui concerne tout le monde, fonctionne par cycles courts, tels que ceux que j'ai décrits dans les vidéos précédentes, notamment donc, le cycle Jupiter-Uranus, puisque on aura une conjonction et donc un nouveau cycle qui commence l'année prochaine, je vous y renvoie. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur un cycle qui est plus long, qui est le cycle Uranus-Pluton. Donc Uranus étant beaucoup plus rapide que Pluton, 3 fois plus rapide, Pluton va faire à peu près un demi-tour et être rattrapé par Uranus, et ça fera une nouvelle conjonction. Donc ce cycle, en l'occurrence, il a commencé en 1966, il va aller jusqu'à 2104. On n'est pas très loin du milieu de ce cycle, donc ce qui va être intéressant, c'est que on est toujours dans ce qu'on pourrait appeler le nœud sud de ce grand cycle Uranus-Pluton, et que d'ici quelques années, on va passer au nœud nord qui doit justement nous amener à réconcilier une vision, on pourrait dire spirituelle, et une vision matérielle. Et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un enjeu majeur qui est, est-ce que finalement la raison, est-ce que la science va continuer comme elle l'a fait au cours des siècles précédents et comme elle l'a fait encore plus au cours des décennies précédentes, à remplacer la foi pour le meilleur et pour le pire. Pour certains, c'est quelque chose qui est nécessaire puisque la foi était un ignorantisme, la foi était un obscurantisme qui nous amenait à faire des erreurs, qui nous amenait à des passions, et le fait d'être dans la pure rationalité est ce qui est nécessaire à l'être humain pour aller mieux, pour que les gens arrêtent de se combattre sur des choses qui sont peut-être même fausses. Et inversement, évidemment, et pour beaucoup j'imagine qui regardent cette chaîne, il y a quelque chose au-delà de la raison, ce que par exemple Hegel pouvait appeler l'entendement, ce qu'on peut appeler l'intuition, qui est justement au-delà d'une logique binaire et d'une logique capable par l'ordinateur. Et évidemment, en 2024, du fait qu'on a Uranus et Jupiter qui sont en Taureau, la vision plus matérielle, plus pragmatique des choses va être renforcée pour le cycle Jupiter-Uranus qui arrive, et ça peut nous amener vers plus de rationalité en 2024, mais la question, et c'est donc une question on va le voir dans cette vidéo, se pose depuis 1966, comment dans cette rationalité qui est nécessaire finalement pour que les êtres humains aient une base commune qui ne soit pas une base clanique, comment cette rationalité peut être présente sans justement qu'on perde cette intelligence proprement humaine qui évidemment est 100 fois, 1000 fois au-dessus de toute la logique binaire, c'est-à-dire l'intelligence des relations humaines. Vous ne pouvez pas mettre ça sur un code à 8 bytes. Il faut quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de la connexion avec l'ensemble de la vie. Et la grande question de tout le cycle, donc 1866, 2104, qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement comment on peut arriver, puisqu'on a un nœud nord qui sera en Taureau, maison 9, comment on peut arriver à la fois à être dans une vraie rationalité qui ne vienne pas, disons seulement par exemple de textes sacrés, ou qui ne viennent pas de nos préférences sociales, pour arriver à une certaine forme d'objectivité, et à la fois être dans quelque chose qui dépasse notre objectivité humaine. Et donc 2024 va, par la conjonction entre Jupiter et Uranus, être une année charnière pour déterminer l'issue générale de ce cycle entre la raison et la foi. Et on peut dire que ces cycles Pluton-Uranus sont les plus importants d'un point de vue des changements sociaux. Donc évidemment, il y a des cycles beaucoup plus lents qui vont avoir un effet décisif sur les pensées, sur l'évolution de la culture, qui sont les cycles Neptune, Pluton et Neptune-Uranus. Je vous mets ici un triangle qui récapitule ces trois grands cycles qui sont, si on laisse Céris de côté, les trois grands cycles les plus lents. J'ai fait des recherches qui me permettent de préciser ce qu'avait dit André Barbeau au sujet de ces cycles de l'astrologie mondiale. Ici, donc, vous avez le résumé par rapport à ces trois cycles, disons, qui vont avoir l'empreinte la plus profonde sur l'humanité, parce que c'est des cycles qui font un ou plusieurs siècles.
les cycles plus courts ont évidemment aussi un intérêt, mais ce sont des cycles qui vont être ponctuels sur quelques décennies. Et donc ici, avec le cycle dans lequel on est depuis 1966, hein, souvenez-vous, 1966, c'est un petit peu les années folles du rock'n'roll. On verra tout à l'heure qu'on a ce nœud sud conjoint Neptune en Scorpion qui nous parle de cette folie révolutionnaire du début du cycle dans lequel on est, et qui doit du coup aller à l'opposé, c'est-à-dire dans un nœud nord, Taureau en maison 9, c'est-à-dire trouver une foi qui vient d'une réalité pratique. C'est très intéressant cette combinaison parce que justement ce nœud nord apparaît comme une résolution où à la fois avec le Taureau on est dans quelque chose de très concret, quelque chose de très tangible, qui pourrait être en spiritualité de l'ordre de l'énergétique par exemple, mais en même temps c'est quelque chose qui est relié à la maison 9, et la maison 9 elle recherche l'unité de la connaissance, elle recherche à vraiment comprendre les choses dans leur globalité, pas seulement ce qui est visible au microscope ou à l'œil nu ou au télescope, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la révélation intérieure et de l'intuition. Et donc dans ces trois grands cycles que je vous ai montrés, qui sont les plus lents et les plus transformateurs justement du fait de cette lenteur, puisqu'au fil des siècles, le cycle va infuser dans l'humanité, eh bien, les cycles Uranus-Pluton sont les plus concrets, parce que de ces trois planètes, Neptune est la plus éthérée, la plus spirituelle, la plus subtile, son importance est là aussi, mais elle agit plutôt par intuition, elle agit par inspiration, elle agit comme les rêves, l'arrière-plan de rêve de l'humanité. Là où Pluton recherche quand même du pouvoir, et où Uranus recherche aussi des individus qui s'expriment, des individus qui prennent les choses en main. Hein. Donc, quand on a Pluton et Uranus ensemble pendant plus d'un siècle, qui donne une certaine dynamique, eh bien cette dynamique, elle est très visible. Mais j'ai regardé depuis, en gros, j'ai regardé même depuis Charlemagne, depuis l'âge d'or de l'islam, comment ces cycles d'un siècle et demi véritablement définissent des choses très très impressionnantes dans la culture, comme par exemple celui qui commence vers 1200, hein, qui est donc le cycle qui commence en 1200, qui verra les invasions mongoles. Eh bien il commence avec un nœud sud Sagittaire, maison 8, c'est-à-dire la destruction par la foi, ou bien la destruction par le cheval, hein. Le Sagittaire c'est le cheval, et la maison 8 elle a quelque chose de l'ordre de la destruction pour une renaissance, hein. La maison 8 est le phénix. Et donc ici, eh bien, pour ce cycle Uranus-Pluton qui commence vers 1200, c'est très impressionnant de voir que le nœud sud correspond exactement à ce qui va se passer pendant le cycle, en tout cas pendant la première moitié notamment, mais quand même ça va se poursuivre, ça doit s'arrêter, hein, il faut toujours aller vers le nœud nord, mais le début du cycle, eh bien, ça va être ça va être les chevaliers qui au lieu d'aller à Jérusalem vont assiéger Constantinople et piller Constantinople, hein, donc la destruction par le cheval, puis les invasions mongoles qui vont durer pendant tout ce cycle et qui vont être vraiment quelque chose de très impressionnant pour les personnes de l'époque, et à nouveau c'est la destruction par le cheval, et vous regarderez ça dans la deuxième partie de la vidéo, à quel point c'est précis ce qui est demandé à l'humanité. Ce qu'on peut lire de façon assez basique en astrologie dans ces cycles, eh bien, correspond vraiment à ce qui s'est passé historiquement. Je vous dis, je suis remonté jusqu'avant 800, et à chaque fois, eh bien, si vous regardez le nœud sud, c'est ce qui s'est passé au début, le nœud nord, c'est là où on était censé arriver, l'endroit de la conjonction, c'était la leçon générale que devait apprendre l'humanité, la position du soleil, c'est comment les individus se positionnaient dans ce changement, position de la Lune, la position émotionnelle, l'ascendant, la forme, etc. Et donc, on retrouve tout précisément décrit de ce qui s'est... En tout cas, les choses essentielles qui se sont passées dans cette époque sont décrites. Et, disons, un étudiant de niveau moyen en astrologie pourrait tout à fait les lire et se rendre compte que oui, ça correspond. Comme je vous le disais, la présence d'Uranus en Taureau, et c'est le cas depuis mi-2018, hein, que Uranus soit en Taureau, eh bien ça renforce cette volonté d'être novateur, ça renforce cette volonté de se trouver à travers des choses concrètes, et ça va donc renforcer, disons, l'appel général à la rationalité.
Cet appel général au concret, on avait vu dans d'autres vidéos que c'était lié à d'autres cycles. Je n'y reviens pas dessus, mais c'est quelque chose de très général, on peut dire, dans l'humanité et depuis la Renaissance. Même si, par exemple, justement, sur le cycle précédent, donc le cycle qu'il y avait au XIXe siècle et jusqu'en 1966, eh bien, on avait des éléments importants en Poisson qui donnaient le côté, disons, plus émotionnel, instinctif, qui a donné tout le romantisme et qu'on a quelque part un petit peu moins aujourd'hui, ou disons, qui est dans une position compliquée depuis 1966. Donc en 1966, il y a tout ce courant, disons, des jeunes qui sont la génération Pluton en Lion, qui amènent une nouvelle façon de penser, qui veulent une liberté, et ça se renforce vraiment dramatiquement, donc à partir de 1966, en France en 1968, mais dans l'ensemble du monde en 1968, 69, les jeunes Pluton en Lion ont envie de faire la révolution, ont envie d'être libres, n'ont pas envie qu'on leur dise de façon dogmatique ou traditionnelle ce qu'ils doivent penser. Et finalement, on n'est jamais revenu, disons, à une sorte de milieu, on n'est jamais revenu à une sorte d'équilibre qui existait jusque-là entre une volonté de pensée rationnelle, de type plutôt grec, on pourrait dire, et une volonté plus de l'ordre du cœur, plus de l'ordre de la foi, qui serait plus de l'ordre judéo-chrétien, si on veut. Le fait qu'au XXe siècle, Eris soit en bélier a aggravé cela, puisque, quelque part, la raison est vue pour la femme de façon générale comme émancipatrice, face à un patriarcat réel ou supposé, mais qui est clairement plus lié à la partie de notre culture qui est judéo-chrétienne qu'à la partie qui est grecque. Et donc, dans ce cycle Pluton-Uranus de 1966, on a ce qu'on appelle un carré mutable, c'est-à-dire ce qui produit, quand c'est des personnes que je reçois qui ont ce carré mutable, il y a une agitation, il y a un besoin de liberté absolue, les personnes ont envie de faire mille choses, ne peuvent pas se poser, que ce soit professionnellement, amoureusement, même des fois dans un logement, parce qu'ils ont besoin de diversité, ils ont besoin d'oxygénation tellement forte que c'est difficile. Et ici, dans ce carré mutable du cycle Uranus-Pluton, eh bien, la chose qui est la plus en difficulté, c'est la Lune. La Lune Sagittaire, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout un appel à trouver du sens, mais cet appel à trouver du sens est rendu très compliqué, et on peut ressentir qu'il est rendu d'autant plus compliqué par ce nœud sud Scorpion conjoint Neptune, qui est cette révolution un petit peu nébuleuse, un petit peu, vous voyez, tout ce qui peut être les mouvements d'extrémisme, ça peut être l'extrémisme religieux, ça peut être l'extrémisme écologiste des fois, mais l'idée vers laquelle on doit aller, c'est justement de retrouver ce sens de la foi, ce sens d'une confiance en la vie. Le Sagittaire, quelque part, c'est cette confiance en la vie. Ici, avec la Lune en Sagittaire, on devrait l'avoir, mais la Lune est dans des aspects difficiles. La Lune se bat justement contre cette rationalité qui voudrait nous faire peur. Des fois, cet ascendant Vierge qu'il y a dans le cycle, eh bien, il parle de l'importance du journalisme, par exemple. Il nous parle de ce côté scientifique qui nous dit que des microbes peuvent nous envahir ou des choses comme ça, et qui sont une partie de la réalité. Il ne s'agit pas de dire que ces choses n'existent pas, mais qui du coup se rentrent en compétition avec une vision plus paisible, plus confiante de la vie. Et c'est très intéressant aussi de voir dans ce cycle commencé en 1966 et qu'on aura jusqu'en 2104, eh bien qu'on a de façon un petit peu surprenante un soleil qui est en Cancer, maison 10, donc un Cancer qui réellement a besoin de famille. C'est comme justement si cette explosion de 1966-1970 avait détruit, et puis toute cette colère du féminin qu'on retrouve ici, on retrouve Eris qui est en carré justement avec ce soleil, et on retrouve aussi Vénus qui est en Gémeaux, c'est-à-dire une Vénus qui a envie de s'amuser, une Vénus qui a envie d'être libre, qui n'a pas envie d'être enfermée à la maison.
Et quelque part, l'épouvantail, disons, du fondamentalisme, hein, qui est ce Neptune en Scorpion, qui nous dit, ben non, on ne veut pas revenir au passé, et donc on ne veut pas revenir à quelque chose qui serait de l'ordre de la famille. Donc là, on a un soleil, ici, un individu qui à la fois aspire à la famille, et à la fois la famille semble réellement contrariée par beaucoup de mouvements sociologiques profonds. Bien, alors vous ayant décrit rapidement ce qu'est cette carte du cycle Uranus-Pluton dans lequel on est, on peut se demander, mais que faire du coup? Eh bien, on est face à des forces inconscientes de l'humanité très puissantes, auxquelles individuellement, eh bien, on peut soi-même croître pour exprimer par exemple plus de foi ou plus de rationalité, et pour le reste, il s'agit aussi de faire preuve de patience. Si on reprend des cycles antérieurs, on a par exemple en 1344, on a un cycle qui commence en bélier. Hein, dans 1344, la situation européenne était militairement assez tendue. On a la peste qui va arriver dans les années qui viennent. Et effectivement, ce début de cycle, avec ce nœud sud bélier, passe par une forme de violence, d'intensité qui est désagréable. Et si on regarde ça à l'époque, on voit le nœud nord en balance. Quelle harmonie on va bien pouvoir trouver dans tout cela. Et pourtant, de ce début de cycle assez violent, eh bien, naît justement la Renaissance italienne, cette recherche de paix, d'esthétique, dans ce contexte de chaos. Hein. Il y a quelque part le fait que les opposés s'attirent, hein, dans les nœuds lunaires, et ici c'est la même chose. De la même façon qu'on avait en 1850, on a ce nœud sud qui est en Verseau maison 11, donc on peut s'attendre à un début très uranien, hein, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, ce début qui est marqué par l'avancée assez impressionnante du communisme, eh bien ça n'empêche pas qu'on revienne à quelque chose de l'ordre du lion, c'est-à-dire qu'on ne reste pas indéfiniment, pendant le cycle précédent qui s'est fini en 66, dans quelque chose qui serait purement uranien, collectif, mais on a eu justement, et on l'a vu justement à la toute fin du cycle précédent, ce retour en force de l'individu. Donc, même si pour l'instant on peut avoir l'impression effectivement que la rationalité a quelque chose des fois d'un petit peu omniprésent, il reste que pour la plupart des êtres humains c'est une compétence, c'est un savoir-être qu'ils n'ont pas encore en fait. Les gens ne sont pas encore rationnels globalement, et donc ce cycle fait sens. Et ce qui est quand même rassurant, c'est qu'en 2041, donc on arrivera à la moitié de ce cycle Uranus-Pluton, c'est-à-dire que tendanciellement on peut espérer qu'on passera donc de ce nœud sud au nœud nord. Nœud nord qui, je le rappelle, est donc un taureau maison 9, qui est quelque chose de l'ordre d'utiliser justement les énergies pratiques, concrètes, eh bien, pour donner un sens profond aux choses. Donc on aura normalement une synthèse qui va se faire. Les grands esprits la pensent déjà aujourd'hui, mais vraisemblablement c'est plutôt au-delà de 2041 que, disons, ça va rentrer dans quelque chose de l'ordre d'une culture populaire. Alors pour illustrer la validité du caractère à prévoir de cette méthode des cycles Uranus-Pluton, qui pour moi est réellement majeur historiquement, eh bien on va regarder le cycle 1850-1965. Donc là, c'est assez indéniable, c'est un siècle sur lequel on a beaucoup d'éléments historiques, on sait ce qui s'est passé, on sait quelles ont été les grandes leçons de ce siècle, donc qui s'est terminé, si on peut dire, la deuxième partie était avec les 2 guerres mondiales. Voyons ce que dit l'astrologie d'un point de vue très basique, en prenant le moment exact de début de ce cycle. On a donc un moment exact dans lequel Uranus et Pluton sont en Bélier, maison 12. Donc n'importe qui connaît un petit peu l'astrologie peut dire, ben voilà, le thème de ce cycle, ça va être le courage, ça va être l'individu, ça va être la guerre, en maison 12, donc, qui va passer à travers des épreuves, qui va traverser une purification, qui va devoir renoncer à beaucoup de choses pour arriver à des réalités un petit peu douloureuses. Ce qui déjà en tant que tel décrit beaucoup ce qui s'est passé notamment dans la deuxième partie. Et si on regarde le Soleil maintenant, c'est-à-dire comment les gens se sont positionnés par rapport à cette leçon de vie qu'indique la position de Uranus et Pluton, eh bien ce Soleil il est en Cancer, c'est-à-dire que l'individu est attaché à son foyer, veut comprendre son foyer, et c'est vraiment de ça qu'il va s'agir.
De 1850 à 1965, ce sera, disons, la spiritualisation, on pourrait dire, des nationalismes. Les nationalismes ont été grandissants pendant le Moyen-Âge, ils ont encore grandi depuis la Renaissance, et ils atteignent, avant la Première Guerre mondiale, un maximum, en fait, qui va se poursuivre jusque, disons, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, quand les gens se rendent compte que ces ambitions nationalistes sont vraiment ce qu'il y a de plus destructeur. Et c'est très intéressant cet ascendant taureau qu'on a ici dans ce cycle, donc 1850-1965, puisque c'est justement dans les grandes lignes, disons, des courants artistiques, en 1850 que la deuxième moitié donc, du 19e siècle est marquée par l'apparition du réalisme. Et cet ascendant taureau, il a aussi beaucoup à voir sur la forme avec toutes les revendications matérielles qui vont avoir lieu, donc avec la première internationale qui suit peu après. On aura évidemment dans cet aspect à revendiquer des choses matérielles, on aura la révolution de Russie, on aura donc artistiquement aussi le réalisme qui va prendre le pas petit à petit sur le romantisme de la première partie du 19e siècle. Le réalisme étant cette représentation par la peinture, mais néanmoins fidèle de la réalité. On voit aussi que la lune est très attachée à la patrie, à la tradition, puisque c'est une lune Capricorne maison 10, donc une lune qui est une émotionnalité qui est vraiment tournée vers mon territoire, ce qui m'appartient, ce qui me fait, ce qui me rend grand en fait. Et c'est cette grandeur illusoire évidemment qui va devoir être détruite par ce cycle. L'axe des nœuds est aussi très révélateur sur cette période 1850-1965, puisque dans cet axe des nœuds, on passe de Verseau maison 11 à Lion maison 5, donc il y a un retour, disons, d'un collectif qui peut être diluant, qui peut être dangereux, qui peut être embrigadant du Verseau, une vision un petit peu futuriste de la société, que ce soit par les totalitarismes ou que ce soit par le communisme, où on veut collectiviser, penser pour le groupe ou des choses comme ça, et revenir, disons, à l'individu sain, l'individu qui s'assume. Alors, remontons un petit peu plus dans le temps et allons de 1710 à 1850, c'est-à-dire un siècle qui en France est le siècle des Lumières, mais évidemment ça dépasse la France, on a ça, disons, dans l'Europe en général, ce courant vers la raison, ce courant pour se connaître, et ça n'est pas sans rappeler évidemment le thème de cette vidéo, puisque c'est aussi ce qui nous arrive depuis 1966, et de fait, et bien que la conjonction en tant que telle soit en Lion maison 11, c'est-à-dire l'individu qui s'efforce de vivre ses rêves, l'individu qui est tourné vers le futur, qui est tourné vers le collectif, ce qui est donc notamment la Révolution française qui est clairement ici, vous pouvez regarder, j'ai parlé aussi de plus petits cycles correspondant à la Révolution française, et les deux sont dans ces énergies Lion-Verseau. Et ce qui rend le côté rationnel et ce qui donne, disons, à la société concrète cet élément de lumière, les cycles d'ailleurs correspondent assez bien au siècle, en tout cas ont la durée en gros d'un peu plus d'un siècle, ce qui est intéressant parce que souvent les courants culturels durent à peu près ça, et le fait qu'on soit dans le siècle des Lumières correspond bien ici pour nous au fait que à la fois le Soleil et Mercure soient dans le signe de la Vierge. Beaucoup d'éléments intéressants dans chacune des conjonctions Uranus-Pluton. Ici, on a le côté, on pourrait dire, littéraire, amical de l'ascendant Balance. C'est le siècle aussi où il y avait beaucoup de correspondances très intéressantes, où il y avait des salons aussi, on discute, les gens prennent le temps d'échanger, c'est des activités, là pour le coup, des échanges intellectuels, les salons de l'époque, donc des activités extrêmement Balance. Et puis, on a la lune Poisson maison 5, qui est cette lune romantique, cette lune sensible et hypersensible, cette lune donc qui va aller chercher justement à l'opposé du rationnel. Ce cycle de la Révolution française, on pourrait dire, n'est pas sans rappeler le nôtre, non pas par le caractère évolutionnaire, puisqu'ici le Verseau est quand même globalement beaucoup moins valorisé, mais par cette opposition, disons, entre un élément de rationalité, le XVIIIe siècle, c'était celui donc des Lumières, de l'encyclopédie, du développement vraiment majeur de la science, et on avait cette tension, comme on pourrait avoir aujourd'hui,
avec le romantisme d'un Victor Hugo, d'un Lamartine par exemple, qui essayait justement de retrouver l'enchantement du monde, là où la rationalité scientifique tendait à le perdre. Donc cette fois-ci, c'est d'une façon beaucoup moins émotionnelle que se fait l'opposition, hein, puisque la Lune, ici, elle est en Sagittaire. Donc c'est l'idéalisme, il y a une recherche profonde d'idéalisme versus le pragmatisme, rationaliste, chat-GPTiste, etc., qui pourrait effectivement nous faire perdre de vue nos idéaux, notre feu intérieur. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager sur les enjeux profonds de 2024, mais donc qui, comme vous le voyez, s'inscrivent dans un cycle beaucoup plus large. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît, ce genre d'approche. Il me semble que, à travers ces études, on peut rentrer dans quelque chose de plus profond que ce qui existe actuellement concernant, disons, l'astrologie mondiale, où on rentre vraiment dans quelque chose d'historique, d'un sens de l'histoire, qui, à mon sens, manquait justement à l'astrologie. Merci, à bientôt.